Ok, bonjour. Et donc, je vais vous parler, je vais essayer de mettre l'écran dans notre direction. Mhm. Voilà, c'est bon, vous voyez tous. Donc, je vais vous parler de Deezer et de comment on a migré pas mal d'API de REST-ish en GraphQL. Mais avant, un petit mot de notre sponsor. Deezer, 10 millions de subscribers, donc d'abonnés, 550 employés dans le monde. Voilà, bon, je ne vais pas passer en revue toute la partie produit, mais d'un point de vue technique, pour vous donner une ordre de grandeur de quoi on parle de 800 serveurs, pas mal d'équipements réseau et plus de 6 pétabytes de données. Vous imaginez bien que dans le lot, il y a par exemple la musique. Et en termes d'activité, on parle de 6 Tera de logs par jour, 45 millions de time series à gérer en termes de metrics et 4 milliards de requêtes par jour. Voilà, vous avez une ordre de grandeur de ce quoi on parle. Et qui je suis? Donc moi, c'est Loïc de Bénin. Je suis un développeur back-end à Deezer depuis 2016. Si jamais vous voulez me contacter, vous avez tous les liens sociaux et magiques que vous pouvez voir ici. Euh, c'est le moment de prendre une photo si vous voulez. Trop tard. Et donc revenons à notre sujet. Comment on est passé d'API REST-ish à du GraphQL? Et ceci est une histoire vraie, un peu romancée. D'abord, remise en contexte, pour sorte de comprendre de quoi on parle. Deezer donc a pas mal d'applications sur plusieurs plateformes et avait donc des API différentes pour chacune d'entre elles. Et de quoi il s'agit? En fait, bah, il faut imaginer qu'on a nos clients, le web, les applications iOS, Android, etc. Et en fait, on a aussi là-dedans tous nos partenaires. Toutes ces applications utilisent des API et comme les cases le montrent, en fait, chacune des applications avait sa propre API. Donc, on en avait une pour iOS, une pour Android, etc. Et vous imaginez bien que Deezer, l'expérience était similaire hein, partout. Hein. Donc, il faut imaginer des API qui sont toutes identiques, mais pas vraiment. Voilà, vous voyez le problème. Tout ça dans un monolithe, bon, cas classique d'entreprise. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se débarrasser de ces appels-là pour créer donc une nouvelle API qu'on va construire en GraphQL avec quelques API on va dire à côté pour servir certains besoins très très spécifiques. Avec dans l'idée de la concevoir comme une gateway. Donc, il faut imaginer cette nouvelle API non pas comme le nouveau code qui va tout faire, mais une sorte de passerelle HTTP entre notre nouvelle API et tous les services qu'on va construire en interne. Et quand je dis ça, en fait, l'idée en même temps, c'est de concevoir des services un peu plus microservices, hein, si vous avez déjà entendu ces termes marketing. Dont l'idée, c'est de découper notre monolithe en plein de trucs. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement là-dessus. Je ne vais pas parler de tout le reste, évidemment. Et donc, comment on a fait ça? On l'a fait en plusieurs phases. Donc, la première phase, c'était une phase de bootstrap. Donc, il faut imaginer qu'on a, on a construit une équipe pluridisciplinaire avec des équipes avec des membres iOS, Android, développeurs React et des développeurs backend, avec comme objectif de concevoir justement l'API backend, concevoir la façon dont on allait les appeler, les clients, etc., de manière à ce que tout fonctionne bien ensemble. On a ensuite une phase d'adoption, on va dire, où là, on va sortir de cette équipe pilote et on va avoir plein d'équipes qui vont commencer à mettre les mains dedans, avec notamment comme objectif l'idée de faire croître des experts au sein de ces différentes équipes pour prendre en main toute la partie diffusion d'informations, apprentissage, coaching, etc., euh, pour toutes les autres équipes de Deezer. Et enfin, la phase dans laquelle on est aujourd'hui, qui est la phase de croisière, où c'est une API qui fonctionne et qu'on utilise comme tous les services Internet. Donc là, c'est là où on est maintenant. Hein. Donc, on parle d'un travail qui a commencé il y a 6 ans et on en est maintenant. Et je vais me concentrer sur les deux premières phases. Et je vais passer de l'autre côté de l'écran parce que mon micro est à gauche, et comme ça me permettra de tourner la tête du bon côté. Du coup, avant de parler purement technique back-end, un petit mot sur le schéma. On parle de GraphQL, c'est quand même le truc le plus important. Une des étapes qui a été vraiment cruciale dans l'équipe de Bootstrap et dans la phase d'adoption, ça a été de concevoir ce schéma. Et donc, on est parti de schémas assez simplistes au début, mais qui ont posé énormément de discussions en interne pour savoir, OK, on va designer nos entités comme ci, on va nommer les champs comme ça, etc. L'idée étant de reproduire ce qu'on avait déjà. Hein. Donc, pas de révolutionner le produit, mais il fallait reconcevoir nos API.
Bon, très vite, notre schéma a évolué. Donc ça, c'est ce qu'on avait en fin de période de Bootstrap, à peu près. Hein, l'image est vraiment une approximation. Et bon, pour une ordre d'idée, voilà, ça, c'est ce qu'à peu près on a aujourd'hui. OK. Côté back-end, qu'est-ce qu'on a? On a une architecture assez classique. Alors, je ne vais pas rentrer sur toutes les questions du comment on est arrivé aux conclusions de choisir cette architecture. Alors, du postulat que ce choix est justifié et valide. Wink, guillemets. Mais globalement, on est sur du Node.js avec du TypeScript qui nous assure une certaine cohérence en termes de typing dans le code, etc. On a un moteur GraphQL très classique qui est celui de Facebook de base, donc les packages GraphQL que vous connaissez probablement tous sous Node.js. Une architecture en résolveur data loader assez classique, rien de nouveau dans ce truc-là. Petit détail cependant, on a une étape de cache qui est à ce moment-là. Donc il y a un talk après qui va parler notamment de cache. Si je ne me trompe pas, le cache est juste tout en haut dans ta phrase. Nous, on l'a calé à cet endroit-là. Parce que d'un point de vue technique, on n'a pas le choix, on ne peut pas cacher les réponses en tant que telles. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais le cache est à cet endroit-là. Et ensuite, bon, du code pour appeler nos services internes. Rien de magique de ce côté-là. OK. Bon, alors on a conçu tout ça, équipe de Bootstrap, etc. C'est cool. Et on a déployé le code sur des clients, enfin dans des applications mobiles. Des clients l'ont testé donc du coup en vrai, hein, à des petits pourcentages, hein, mais on a regardé un petit peu ce qui se passe et on a fait pas mal de tests. Et bon, ok, c'est quoi les performances de ce qu'on a conçu à ce moment-là? Du coup, je vous pose une question, hein, combien de temps on mettait pour charger un artiste, un album ou 50 tracks, 50 chansons? Parce qu'il y en a qui ont des idées d'ordre de grandeur. Il y en a qui ont connu à l'époque. T'as dit combien? Alors, il y en a qui disent, j'espère pas 10 secondes. Moi non plus. Bon, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, je vais juste cependant mettre un point important. Notre seuil de qualité, c'est 100 millisecondes. Notre objectif, c'est de répondre en dessous de 100 millisecondes. En tout cas, c'est le seuil qu'on s'est fixé à l'époque. Spoiler, on l'a toujours, mais on va dire qu'on l'a fixé arbitrairement à cette valeur. Et grosso modo, ça va. Pas catastrophique, mais ça va. Un petit détail près, c'est que les 50 tracks, il va falloir les appeler souvent parce que quand on a une playlist de 1000 tracks, ça fait pas mal d'appels. Mais surtout, en faisant nos tests, on s'est rendu compte de trucs assez inquiétants. C'est que quand on met un peu de charge, vous voyez, les flèches, elles sont plus dedans. Tu disais pas plus de 10 secondes? Bon, il y a des trucs qui répondaient, voire pas du tout. Voilà, bon, normal, hein, le projet est au début. Mais en gros, ça a bien explosé, quoi. Bon, ça, c'est la gueule des développeurs mobiles, notamment quand ils voulaient charger une playlist. Hein. Ils n'étaient pas forcément contents de cette nouvelle API magique qui allait moderniser tout. Hein. Voilà, bon, on avait ces informations-là, mais après, on s'est posé la question, OK, on a ces serveurs, mais du coup, si on veut éviter que ça surcharge trop, il va nous falloir combien de serveurs? Hein, combien de machines il va falloir que je demande à l'infra, aux équipes, etc. etc. Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut que je me pose la question, comment je vais savoir ça? Et donc, je vais monitorer tout un tas de choses. La première chose qu'on va regarder, c'est, OK, mon service, il prend combien de CPU? Bon, ça c'est basique, etc. Bon, le truc, c'est que c'est pas un indicateur très très fiable en vrai de la santé, puisque je peux être à, on va dire, 50% de mon CPU sans pour autant répondre adéquatement. Je vais aussi regarder la RAM. Bon, jusque-là, rien de choquant. Je vais surtout, vu que c'est un projet Node.js, regarder la heap. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une zone mémoire qui est un peu plus qui est gérée par le process. Mais ce que je vais commencer à regarder, c'est des trucs un peu plus intéressants comme l'event loop lag. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'event loop lag? Alors, en Node.js, vous imaginez que vous avez un seul thread pour exécuter le JavaScript. Node.js est lui-même multithreadé, mais vous n'avez qu'un seul thread de JavaScript. Et c'est, pour ceux qui savent, c'est juste, les instructions sont stackées, sont mises les unes derrière les autres. Et l'event loop lag, c'est le temps entre le moment où une instruction est mise dans un stack et le moment où elle s'exécute réellement. Parce que vous imaginez bien que quand il y a un cache qui vient de répondre, un buffer qui s'est rempli, etc., il y a des choses qui vont se passer, qui vont réveiller des bouts de code à partir de là. Et donc, quand on va vouloir faire une exécution d'un code particulier pour répondre à un client, parfois, il va y avoir des choses qui vont s'exécuter avant. Et donc, ça nous permet d'avoir un indicateur. En fait, on se rend compte que cet indicateur est vraiment pas corrélé avec le temps de réponse. On a un indicateur qui parfois frôle les 600 à 1000 millisecondes sans pour autant avoir des temps de réponse de cet ordre de grandeur. Donc, voilà. Donc, en vrai, ce que vous voulez regarder, c'est ce qu'on a découvert dans l'histoire, c'est l'event loop lag. Alors, j'ai une question. Qui a déjà entendu parler de l'event loop lag, notamment si vous êtes développeur Node.js?
Voilà. Bah, donc, du coup, c'est la métrique, pas la seule évidemment, mais c'est la métrique principale à regarder. Elle va vous donner une ordre d'idée, par exemple, euh, sur une seconde d'exécution de temps, combien de temps passe votre thread à exécuter réellement du code? Parce que si votre process il fait rien, bah, il va passer une partie de ce temps à rien faire, donc il va être à 2%. Donc tout va bien. Quand on va commencer à être à 50%, bah, ça veut dire que la moitié du temps, bah, il exécute. Donc si on a une nouvelle instruction, bah, on va attendre un petit peu pour que ça exécute, mais ça va encore. Bon, évidemment, arrivé à 100%, vous imaginez bien que c'est fini. Dans une seconde, il n'y a pas plus d'une seule seconde, et donc bah, vous n'aurez plus la possibilité euh, d'exécuter quoi que ce soit. Et donc, vous allez avoir des latences qui vont augmenter, évidemment. Et donc, c'est ça qu'on va regarder, notamment. Et bah, on a regardé un petit peu tous ces chiffres, on a fait des estimations, on a fait des calculs, des règles de 3, sorties de Boulier, etc. Et voilà, beaucoup de CPU. Ça, c'est l'infra. Donc, bon, vous imaginez bien que plus de CPU que tout ce qu'on a déjà, plus la moitié de ce qu'on a déjà, juste pour ça, bon, c'est pas joyeux, quoi. Du coup, ben, on est passé par une phase d'optimisation. Bon, voilà, normal hein, dans tout projet. Bon, la question, c'est où est-ce qu'on va optimiser tout ça? Euh, on peut se poser la question déjà du cache. Est-ce qu'on peut cacher des choses? En vrai, on s'est pas trop mal démerdé pour le cache. On a des cache ratio qui étaient bons. Alors, on les a améliorés, hein, bien entendu, mais en vrai, pour une ordre de grandeur, voilà, cache ratio à 99,38%. Donc, ça veut dire que tout le code là, ne s'exécute pas. Donc, on peut l'optimiser, bien sûr, mais bon, c'est pas ça qui va nous faire gagner du temps et du CPU. On peut essayer d'optimiser l'engine GraphQL, mais bon, on n'est pas Facebook et c'est pas le nôtre. On a quand même testé un truc qui s'appelle GraphQL Git, qui est très bien, hein, mais qui, bon, je vous laisserai lire l'article si vous souhaitez, mais au final, ne marche pas tant que ça, en tout cas dans notre cas. Voilà, c'est plutôt spécifique. On va travailler sur les résolveurs et les data loaders. Hein. Dans cette partie-là, c'est là où on va avoir notre code métier, hein, notamment dans les résolveurs. Donc on a un peu travaillé là-dessus, mais bah, c'est pas magique à un moment donné. Hein, quand on a à fournir 50 tracks et qu'il faut aller vérifier pour les 50 tracks toutes les informations et que est-ce que le client il a le droit d'y accéder parce qu'il est dans tel pays, dans telle zone géographique et qu'il a tel abonnement et qu'il est dans telle langue, etc. etc., etc. Bon, bah, c'est pas magique, il faut faire toutes ces vérifications-là. Mais on a aussi un truc qu'on ne voit pas sur l'architecture de base, qui est tout le code utilitaire. C'est-à-dire tout le code que vous allez mettre autour de votre projet, qui est là nécessaire pour le faire fonctionner. Donc ça va être, bah, dans le cas de Node.js, on a un serveur express, et donc tous les middleware qu'on va rajouter pour gérer l'authentification, etc. Tout le code qui fait le monitoring, notamment dans le monitoring, bah, il y a des choses, à un moment donné, on voulait monitorer dans un GraphQL les temps de réponse de tous les champs résolus. Donc on le fait toujours sur un serveur, parce que bah, ça multiplie par 2 ou 3 potentiellement les temps de réponse, et que c'est pas. Voilà, donc on a des idées des temps de réponse au niveau de chacun des champs, mais c'est pas quelque chose qu'on peut déployer de manière globale, parce que bah, ça crée beaucoup trop de ressources pour l'engine Node.js. Et on est allé faire du profiling CPU. Donc vous imaginez qu'on allait regarder chaque fonction, combien de temps elle met pour s'exécuter, pour essayer de trouver où est-ce qu'on perd du temps. Et donc on a, au fur et à mesure, trouvé plein d'endroits. Et on a automatisé ça surtout. C'est-à-dire que dès qu'on faisait une pull request, on exécutait toute une batterie de tests avec des tests conçus, on va dire, réalistes. Et on regardait, OK, est-ce qu'on, par rapport à notre référence, est-ce qu'on gagne du temps? Est-ce qu'on répond plus vite? Est-ce qu'on prend moins de CPU, etc., etc., etc. Et de petit bout en petit bout en petit bout en petit bout, on a optimisé, amélioré, etc. On a essayé de sortir tout ce qu'on pouvait bah, de notre code et de notre JS en lui-même. Dernière phase qui est non négligeable, qui est probablement celle qui nous a permis de gagner le plus, on va dire, c'est optimiser les requêtes, c'est-à-dire la façon dont l'API va être utilisée. Notre idée dans le déploiement de GraphQL, ce n'est pas forcément de concevoir une API où l'application, pour une vue, va faire un appel et tout demander dedans. Parce que de toute façon, on a des contraintes métiers et des contraintes qui font qu'on est obligé de charger des choses indépendamment pour les gestions de caches locaux, etc. Parce que vous imaginez bien que vous ne voulez pas aller chercher toutes les données des artistes parce que vous les avez déjà chargées avant, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas les faire dans votre appel, etc. Il y a toutes ces questions-là. Donc, on va revoir la façon dont on fait nos appels pour être un peu plus unitaire. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des requêtes qui sont un peu plus petites, mais on va potentiellement en faire plus.
Voilà, c'est un compromis à faire avec les développeurs mobiles pour trouver l'équilibre qui fonctionne bien entre je vais faire 12 requêtes pour construire toute ma vue ou toutes mes vues, sachant que dans les 12, on est peut-être 10 qui vont profiter du cache client dans le mobile, ou est-ce que j'en fais 3? Voilà. C'est une discussion en permanence. Et on a aussi travaillé sur, OK, on avait des batchs qui étaient calés à 500 chansons pour les charger. Bon, bah ça, on a dit non, on ne peut pas, c'est trop de données à vérifier en même temps, donc on a réduit, par exemple. On a aussi triché un peu, c'est-à-dire que si vous avez un peu fait attention sur les schémas que j'ai montrés, on a un système de pagination assez classique, peut-être qu'il y en a qui connaissent, avec le fonctionnement de relay, avec les connections, ce qui permet de faire de la pagination assez, entre guillemets, standardisée. Ça marche bien, c'est utilisé par certains clients, mais certaines contraintes techniques, principalement historiques, rendent ça potentiellement compliqué à implémenter dans les clients. Et donc, on a des listes non filtrées, non paginées. Par exemple, quand on a un album, on a tous les ID de toutes les tracks qui sont fournis comme ça là, dans un tas. Ça a des implications techniques derrière, mais dans l'idée, voilà, on a pris des shortcuts comme ça. Et le résultat, les temps de réponse sont relativement similaires. Hein. Voilà, on a un peu amélioré, notamment le temps de réponse quand on va chercher 100 tracks, non plus 50, qui était devenu notre étalon. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que quand on mettait le feu un peu au serveur et qu'on lui demandait un peu plus de choses, bah là, il ne perdait pas les pédales et il restait dans ses boîtes. Bon, évidemment, hein, si à un moment donné vous surchargez trop, ça finit par exploser. Mais on va dire que sur les mêmes niveaux d'avant, on se retrouvait avec des temps de réponse raisonnables. À tel point qu'aujourd'hui, ça c'est un graphe que j'ai screen il y a quelques jours, 93% de toutes les requêtes faites sur notre API GraphQL sont répondues en moins de 100 millisecondes. Et vous voyez bien qu'il y a bien une question d'optimisation interne, mais aussi de la façon dont l'API est utilisée. Dans ces 93% de requêtes, il y en a qui sont lentes, bien sûr. Mais on a fait en sorte que la plupart soient répondues vite. Et donc ça, c'est un dialogue permanent, un dialogue en permanence entre les équipes de back-end qui vont concevoir les API et les mobiles. Et quand on est vraiment, vraiment sous la charge, c'est-à-dire on va dire plus mauvais de notre jour, globalement, on tombe entre 70 et 80%. Bon, c'est des moments qui peuvent être prévus où on augmente un peu la disponibilité de nos serveurs, mais c'est pour vous donner une ordre de grandeur, c'est-à-dire que tout s'effondre pas dans le pire des cas pour autant. Et tout ça pour à peu près 15% de ce qu'on avait prévu. Voilà. Quoi retenir de tout ça? Globalement, collaboration. Ce qui est important, c'est que quand on a conçu les API, dès le départ, on avait une équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas juste des développeurs back-end qu'on dit on va faire un graphe et puis après on va aller voir les développeurs mobiles, vous allez l'utiliser, c'est magique. Non, ça s'est fait vraiment en collaboration pendant toute la phase de Bootstrap et pendant la phase d'adoption. Cette collaboration a continué à différents niveaux. Elle s'est juste étendue à toute l'entreprise et elle continue aujourd'hui. Bon, le cache, hein, je ne vais pas vous le cacher. La blague n'était pas volontaire, mais dans l'idée, c'est parce qu'on n'exécute pas une partie du code en permanence que ça nous coûte moins cher, hein, évidemment. Et Node.js, ça va vite, mais à la fin, le vrai bottleneck que vous allez avoir, c'est la quantité de données que vous faites rentrer. Les requêtes GraphQL, si vous demandez beaucoup de choses, ça peut être des requêtes assez grosses. Sachant qu'il y a des systèmes pour faire en sorte que la requête ne soit pas grosse, genre elles sont précalculées à l'avance, mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. Que nous, on cherche la flexibilité de ces API, donc on ne veut pas figer les API de base auprès de nos clients. Et ça marche aussi pour le retour, hein, qui dit renvoyer 2000 tracks, dit renvoyer 2000 objets montés en mémoire à un moment donné pour les parser en JSON. Sachant que pour vous donner un ordre de grandeur, le parsing de JSON, que ce soit à construire ou à parser, ça représente à peu près 40% du temps CPU total. 40% de temps CPU non vraiment compressible, puisque c'est un code, le code qui fait ce parsing est en C. Donc on ne peut pas magiquement l'écrire mieux en JavaScript. Et qu'est-ce qu'on a prévu plus tard, si jamais on a envie d'améliorer encore les choses? Peut-être quelqu'un a entendu parler de GraphQL Fédération. Donc ça, c'est plus pour permettre de splitter encore ce nouveau monolithe en des plus petits, pas monolithe, on va espérer. Et peut-être tout réécrire en Go, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que j'ai duré le temps qu'il vaut? Je ne sais pas. Parfait. Et maintenant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il y a des micros. Soyez pas timide. Hein. Merci. Merci pour la présentation. Juste pour revenir sur vos optimisations, je ne suis pas sûre d'avoir compris
les optimisations paraissent simples, genre plusieurs calls au lieu d'un gros. Est-ce que, en fait, derrière, ça implique complètement une refonte de vos modèles côté back-end et côté client? Ou est-ce que réellement, c'était juste splitter un call en plusieurs? Parfois, ça nécessite d'adapter le schéma qu'on design, mais la plupart du temps, non, c'est plutôt la façon dont les clients vont appeler le schéma. C'est-à-dire, si je prends un exemple, si je dois construire une page avec un artiste et sa discographie, je peux le prendre bêtement en chargeant l'artiste, puis en allant dans le nœud, je vais avoir sa discographie, puis donc, je vais avoir ses albums, puis donc, je vais avoir les tracks. Et je sais pas, je veux afficher par exemple sur tous ces albums les 3 premières tracks. Bon, faire tout ça en un seul appel, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Et donc l'idée, c'est non, on va faire ton appel pour l'artiste, puis après tu vas faire ton appel pour les albums potentiellement, ou la liste des albums, puis après les albums, etc. C'est dénormaliser ça, sachant qu'à chacune de ces étapes-là, on peut profiter du cache. C'est-à-dire que si tu as déjà chargé la discographie d'un artiste, s'il y a un nouvel album qui est sorti, tu ne chargeras pas tous les albums que tu as déjà vus. Donc on gagne de ce côté-là. Merci. Mais ça n'a pas changé fondamentalement nos modèles, sachant que nos modèles internes, dans le côté purement back-end, stockage de base de données, est resté strictement le même derrière. C'est vraiment juste une nouvelle façade à tout ça. Petite question, j'ai peut-être loupé un truc, mais du coup, votre stack GraphQL, c'est toujours en mode proxy, là, comme tu disais, Sous une gateway, ouais. ouais, backend for frontend un peu, genre. Et du coup, derrière vos API, c'est du REST, vous appelez en HTTP, c'est ça? Alors, je n'ai pas été dans le détail, mais ce sont des API principalement REST, un peu conçus de manière à faciliter leur utilisation, notamment dans les data loaders. Les data loaders sont, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de composant qui va potentiellement prendre plein d'appels pour récupérer des entités et va être capable de faire de la déduplication et de la dénormalisation. À la fin, on prend tout ça et on voit, par exemple, si je charge un album et que j'ai 20 tracks dedans, le data loader va se retrouver in fine à avoir 20 ID à les charger. Et donc, on est capable, par exemple, de les charger ces 20 d'un coup. Mais en ayant fait une première vérification, OK, sur les 20, j'en ai combien en cache? Bon, j'en ai 3 en cache. Bon, ceux-là, je n'ai pas besoin d'aller les chercher. Donc, nos API en interne restent du reste, mais sont pour certaines prévues pour être appelées spécifiquement par ce service-là. D'accord, ok. Et du coup, c'est principalement de la plomberie que vous avez dans vos résolveurs dans Ouais, GraphQL. Ok. Et c'est de il la n'y a pas. plomberie, du type shaking, et parfois, malheureusement, un peu de métier, parce Ok, qu'il y a des trucs qui sont difficilement faisables hors de la gateway, ok. mais dans l'idée, ouais. Et dans What's Next, là, tu disais de faire de la fédération. Et du coup, est-ce que ce serait de la fédération en mode genre avoir les vrais, enfin, les sous-API, du coup, ce qui est en reste aujourd'hui, qui soit en GraphQL, ou alors garder ce modèle de utiliser le GraphQL qu'en mode proxy? Non, l'idée là, c'est de casser ce gros graphe qu'on a aujourd'hui, celui que je vous ai montré au tout début là. Je sais pas si je peux- Celui-là. Ok. De manière à ce qu'aujourd'hui, ça, c'est une code base qui propose tout ça et qui va faire la passerelle, la gateway. Du coup, c'est une code base manipulée par toutes les Donc, équipes. il y a tous les résolveurs dans le truc. Ok. Voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt de changer ça. Ok. Mais toujours, du coup, Tout en ce qui est mode en back-end proxy. pur resterait en reste. Il n'y a pas de raison que Ok. les équipes redéveloppent leur service interne. Ok. Parce que leur service interne, si je prends ce schéma-là, qui sont ici, sont tous des services qui soit existaient déjà quand on a commencé, soit se sont construits en Hmm. même temps, de manière à sortir de ce monolithe. Parce qu'avant, il faut vous dire que beaucoup des briques qui sont en bas étaient dans le monolithe en accompagnant les API. Ok, merci. On alterne. Merci beaucoup. Oui, j'ai deux questions. Première question, c'est concernant les documentations API. Parce que, par exemple, avec REST API, c'est quoi on peut utiliser? C'est le Swagger avec les documentations, avec tous les types assez interactifs pour faire des requêtes. Mais avec GraphQL, c'est quoi? C'est Apollo Sandbox, Apollo Playground. C'est les outils internes et d'autres outils externes. Mais moi, par exemple, j'ai essayé d'utiliser Apollo Sandbox et Playground. Mais le problème, c'est que c'est pas assez sécurisé. Et le truc introspection, c'est le truc pour avoir accès vers le schéma. C'est pas assez sécurisé. Si je comprends bien, les entreprises en production n'utilisent pas
ne donne pas la possibilité de vraiment utiliser, ne donne pas l'accès vers le schéma et en général, c'est interdit d'utiliser Apollo Sandbox et Playground dans la production. Et c'est pourquoi je voudrais comprendre quel outil vous utilisez chez vous, comment vous avez résolu cette question de Alors, sécurité. ce que vous voyez là, c'est Voyager. C'est un outil interne qui prend l'introspection et qui vous génère ça. On utilise aussi le GraphQL et le Playground, celui dont tu parles probablement, qui se basent tous les deux sur l'introspection. Hein. Donc, on va faire les requêtes d'introspection pour générer ça, et c'est comme ça que j'ai pris la capture de celui-là. Et concernant la sécurisation, bah, c'est une question qui est ouverte. Aujourd'hui, il est accessible pour des raisons historiques, parce que ces API-là sont utilisés par nous-mêmes, mais aussi par des partenaires. Mais après, il y a plein de façons de sécuriser ce truc-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne m'en souviens pas de tous et puis je ne sais pas ce qu'on a mis en place, mais dans l'idée, ça peut se protéger et en tout cas, ça peut permettre aussi de limiter. Enfin, si jamais tu portes ce truc-là, tu n'iras pas très très loin, quoi. D'accord. Et c'est Voyageur qui a accès vers le schéma. C'est ça qui peut générer. Il va utiliser des requêtes d'introspection Ah oui, d'accord. classiques Je et il va comprends. générer ça D'accord. en temps réel sur lequel tu peux faire des recherches, naviguer, zoomer, voir tous les détails. Et voir les D'accord. relations. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les relations, voir toutes les flèches, ce qui est une façon très visuelle d'utiliser l'API, qui est un des intérêts de GraphQL, c'est que tout ça, ça venait quasiment gratos avec le format, enfin la technologie. Là où avec le reste, bah, de toute façon, même s'il y a des outils qui existent, il y a une phase où il va falloir choisir les outils, les mettre en place, etc. C'est pas mauvais, hein, mais là, c'est gratuit. Oui, merci beaucoup. Deuxième question concernant CDN, parce que c'est possible, oui, le couche de cache manager, c'est CDN, mais oui, ma question c'est, est-ce que vous avez, oui, je comprends, vous avez le cache, une couche de cache dans votre backend et si je comprends bien aussi le cache côté client. Je comprends, juste petite question, est-ce que vous avez essayé d'utiliser use get hashed queries ou non? Non, non, d'accord. Non. Et il n'y a pas de cache au niveau des requêtes Oui, oui, je request, comprends. Oui. au niveau des CDN. D'accord, oui. Merci beaucoup, c'est tout. À toi. Juste votre schéma, vous le générez depuis le code ou l'inverse ou ni l'un ni l'autre? Non, c'est les requêtes d'introspection. Donc l'API est disponible en interne et on va faire des appels dessus. Ok, donc c'est code. Je vois, enfin, je comprends pas la question, En la fait, subtilité de ta ma question. question, c'est est-ce qu'il y a des gens chez vous qui écrivent du SDL? Alors, on écrit des fichiers GraphQL où on va définir tous les champs. On va définir à la main ça. Donc, c'est à côté du code, à côté de nos résolvers notamment. Mais après, la génération de ce graphe-là lui-même, par contre, c'est automatique, c'est dans le code. Et on n'a pas la génération des SDL directement depuis le code. Cependant, en parlant de ça, je crois que les côtés mobiles, il y a génération de code à partir de ça. C'est-à-dire qu'ils font des appels d'introspection pour générer tous leurs objets, mobiles et front, en React. Je ne sais pas si on n'a pas encore pour des questions. C'est toi qui une dernière question. Je crois qu'il y avait une question au fond là-bas. Merci pour le talk. J'aurais juste voulu savoir un peu comment vous avez démarré l'initiative de GraphQL, comment vous avez convaincu de démarrer ce projet-là et combien de personnes étaient là un peu au début pour la phase de Bootstrap. Merci. Alors, on a démarré par le Bootstrap. Et comment on a été convaincu, là, ça serait rentré dans la question du pourquoi, qui serait potentiellement toute une présentation et qui se heurterait potentiellement à pas mal de choses confidentielles, puisque c'est la façon dont on gère nos API et les raisons entraînent. Mais pour le faire simple, si on résume, c'est une question de modernisation, de centralisation, parce que qui dit avoir des API comme ça qui sont différentes avec des cycles de vie différents, c'était compliqué, et des questions de fiabilisation. Voilà. Ok, merci. Et comment c'est une équipe pluridisciplinaire, comme j'ai dit, donc c'est 5 personnes, je crois, en tout, moi y compris, au tout début, et après, c'est toutes les équipes qui en avaient besoin dans l'entreprise, quoi. Merci. Pas d'autres questions?